Pendant des années, on nous a servi une version simple, celle d'un anesthésiste narcissique, le docteur Frédéric Péchier, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir empoisonné ses patients. On nous a dit que l'affaire était close. Mais ce soir, nous allons explorer la zone d'ombre la plus profonde de ce dossier, la question que la justice a refusé de trancher, la possibilité la plus terrifiante qui plane encore sur Besançon. Il existe des éléments, des témoignages et des rapports d'experts qui suggèrent que l'histoire est bien plus complexe, que le mal n'était pas l'œuvre d'un seul homme. L'urgence est là, palpable, car si la vérité officielle a été écrite, la vérité complète pourrait encore être cachée dans les archives. La phrase qui résume cette zone d'ombre, celle qui crée un doute lancinant, est celle-ci. Le dénominateur commun n'est pas un homme, c'est un lieu. Et c'est en explorant cette hypothèse que l'affaire Péchier bascule du crime isolé au scandale systémique. L'enquête sur les empoisonnements de Besançon débute dans une atmosphère de confusion et de déni obstiné. Entre 2008 et 2017, la clinique Saint-Vincent et la polyclinique de Franche-Comté, deux établissements privés réputés de la ville, deviennent les théâtres d'une série d'incidents médicaux d'une rareté statistique effrayante. 30 patients, entrés pour des interventions chirurgicales de routine, une hernie, une amydalectomie, une chirurgie du genou, des actes considérés comme bénins, subissent des arrêts cardiaques soudains et inexpliqués. 12 d'entre eux ne survivront pas à ces crises. Les premières réactions des établissements sont celles de la minimisation et de la dissimulation. On parle d'une malchance statistique, d'une série noire, d'erreurs de protocole ou de complications post-opératoires rares. Les EIG, les événements indésirables graves, deviennent le mot de code, le terme aseptisé derrière lequel se cache l'horreur. Mais l'insistance des familles, le caractère répétitif et le profil des victimes, allant du petit Teddy, 4 ans, qui subit des séquelles irréversibles, à une patiente de 89 ans, finissent par alerter les autorités judiciaires. L'enquête criminelle est lancée et elle révèle rapidement la présence de substances toxiques dans les poches de perfusion et les organismes des victimes. Des surdoses de potassium, de lidocaïne, de mépivacaïne, des produits d'anesthésie détournés de leur usage, transformés en poison mortel. C'est le modus operandi du tueur, sa signature invisible, le sceau de sa trahison. Le fil rouge qui relie ces 30 cas est le docteur Frédéric Péchier. Anesthésiste réanimateur, il est rapidement identifié comme le dénominateur commun de la tragédie. Décrit par certains collègues comme un professionnel brillant, mais par d'autres comme un homme arrogant, en quête perpétuelle de reconnaissance et en conflit ouvert avec plusieurs confrères, il devient le suspect idéal. L'accusation construit alors le récit du sauveur diabolique. Péchier empoisonnait ses patients, souvent ceux de ses rivaux, pour pouvoir intervenir en urgence, les réanimer et ainsi se poser en héros incontesté. Il était toujours là, à proximité, intervenant avec une célérité suspecte, prenant le contrôle de la situation. Cette théorie du narcissisme et de la vengeance professionnelle est devenue la base de l'acte d'accusation. Un récit simple et efficace pour expliquer l'inexplicable. Cependant, selon des rapports d'experts versés au dossier, une anomalie chronologique a été soulevée. Un EIG, impliquant une surdose de potassium, aurait été enregistré fin 2007, avant que les conflits professionnels de Péchier n'atteignent leur point de rupture. Cette information, selon les avocats de la défense, contredit le mobile de la vengeance et suggère que le modus operandi était déjà en place ou qu'il était le fait d'une autre personne. Cette controverse, bien que rejetée par la Cour, est le point de départ de la zone d'ombre que nous explorons ce soir. La question de la conspiration ne porte pas sur l'existence d'un complot organisé, mais sur l'omerta institutionnelle qui a pu, par son silence, permettre la multiplication des crimes. Les cliniques de Besançon, des entités privées soucieuses de leur image et de leurs finances, ont été accusées d'avoir activement participé à cette dissimulation. Des mémos internes, révélés lors de l'instruction,
montrent une stratégie de communication visant à minimiser les incidents, à les classer comme de simples erreurs de protocole ou des complications post-opératoires rares. Le terme « empoisonnement » était banni des communications officielles, remplacé par le terme aseptisé d'EIG. Cette culture du silence a créé un environnement où le criminel pouvait opérer en toute impunité. Les infirmières qui ont osé signaler des comportements étranges ou des manipulations suspectes de poches de perfusion ont été, selon des témoignages, réduites au silence ou menacées de sanctions. Le système, en cherchant à se protéger de la mauvaise publicité, a involontairement protégé le criminel. Mais la zone d'ombre s'étend aux failles de sécurité. L'enquête a révélé que Péchier utilisait son accès informatique pour consulter les dossiers des patients de ses collègues. Cependant, la défense a soulevé la question de l'existence d'un identifiant de connexion générique utilisé par le personnel de maintenance et de sécurité qui permettait un accès illimité aux plannings opératoires et au stock de médicaments hautement toxiques sans laisser de traces individuelles. Cette faille, désignée par certains experts comme l'accès fantôme, aurait pu être exploitée par d'autres. La tension monte car si le système a désigné Péchier comme l'unique coupable, c'est peut-être pour éviter de révéler que l'accès au poison était si facile qu'il a pu être exploité par plusieurs individus transformant la clinique en un terrain de chasse. L'implication, selon les avocats de la défense, est que le dénominateur commun n'était pas un homme, mais un protocole défaillant exploité par plusieurs personnes. L'événement qui soulève une doute encore plus grand que le précédent est la découverte dans les relevés de téléphonie mobile d'un second signal inconnu des enquêteurs qui se serait activé et désactivé dans la zone du bloc opératoire lors de l'empoisonnement du petit Teddy en 2016. Ce signal, dont l'identité n'a jamais été formellement établie, appartiendrait, selon les allégations de la défense, à un individu qui n'était pas censé être dans la clinique ce jour-là, un ancien employé de la sécurité, licencié quelques mois auparavant. Cette hypothèse, si elle était avérée, suggérerait qu'un autre individu, connaissant le modus operandi et les failles du système, aurait pu imiter les crimes de Péchier. La question de l'existence d'un second signal et de l'accès fantôme provoque une reviravolta dans la perception de l'affaire. L'histoire n'est plus celle d'un loup solitaire, mais celle d'une possible complicité, ou plus troublante encore, d'une imitation criminelle. La défense de Péchier, dans un plaidoyer audacieux, a soulevé la possibilité d'une erreur judiciaire, comparant l'anesthésiste à Patrick Dills, un homme condamné à tort. Cette comparaison, bien que rejetée par la Cour, prend une résonance particulière face aux zones d'ombre du dossier. Si Péchier est coupable de certains empoisonnements, la défense allègue qu'il aurait été condamné pour l'ensemble des 30 cas, y compris ceux commis par un éventuel autre individu. La nouvelle ligne d'analyse se concentre alors sur le mobile de cet hypothétique second empoisonneur. Pourquoi continuer à empoisonner après que Péchier ait été mis en examen et que la surveillance ait été renforcée? La réponse se trouve dans la vengeance contre l'institution elle-même. L'ancien employé de la sécurité, licencié dans des conditions litigieuses, aurait vu dans l'affaire Péchier l'opportunité parfaite de se venger de la clinique. Sachant que tous les soupçons se porteraient sur l'anesthésiste déjà désigné comme le coupable idéal. Le conflit interne qui déchire l'analyse est le suivant. La justice a-t-elle délibérément choisi de simplifier l'affaire, de condamner un seul homme pour tous les crimes, afin de ne pas révéler la vulnérabilité criminelle totale des cliniques? Les témoignages de l'époque, qui décrivaient Péchier comme un homme froid et sans émotion, ont servi à construire le profil du tueur en série, mais ils ont aussi occulté la possibilité d'une complicité ou d'une imitation. L'enregistrement audio entre les deux médecins, où l'un dit à l'autre que « tout le monde sait qui est le coupable idéal », prend une signification sinistre. Le coupable idéal n'était pas seulement Péchier, mais l'homme qui permettait au système de se refermer sur lui-même, sans avoir à admettre ses propres failles. La défense, en croisant les données du signal téléphonique inconnu avec les archives du personnel licencié,
a pu mettre un nom sur le fantôme. L'analyse des données suggère qu'un homme, dont l'identité est connue des avocats, aurait pu être présent sur les lieux de l'empoisonnement du petit Teddy. Cette information, si elle était révélée sans le cadre d'une nouvelle enquête judiciaire, pourrait être considérée comme une diffamation ou une entrave à la justice. Nous sommes arrivés au point culminant de cette enquête, au cœur de l'horreur, à la révélation finale que nous vous avions promise. Le docteur Frédéric Péchier a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais cette condamnation est incomplète, car elle n'a jugé qu'une partie de la vérité. La véritable tragédie de Besançon n'est pas l'histoire d'un seul homme, mais celle d'un système empoisonné. La révélation promise est la suivante. La zone d'ombre la plus profonde du dossier Péchier réside dans la forte probabilité soulevée par la défense et certains experts qu'un second individu ait pu utiliser le même modus operandi pour commettre une partie des empoisonnements. L'explication claire est que les EIG n'étaient pas seulement le fait de Péchier, mais qu'ils ont pu être imités par cet individu, qui a vu dans la confusion et l'omerta l'occasion parfaite de nuire. La conséquence de cette simplification est que la justice a peut-être condamné un homme pour des crimes qu'il n'a pas commis seul, laissant une question non résolue sur la présence d'un autre criminel, un homme qui a prouvé sa capacité à tuer dans un environnement hospitalier. Le suspense résiduel est insoutenable. L'analyse des données suggère que cet homme, dont l'identité est connue des avocats, pourrait travailler aujourd'hui dans un autre hôpital, avec un accès potentiel à des produits similaires. La justice a fermé les yeux sur le second signal, sur l'identifiant fantôme, sur les incohérences de la chronologie, car la vérité sur la faillite du système médical français était un prix trop lourd à payer. La condamnation de Péchier est un acte de justice, mais aussi un acte de protection institutionnelle. Le cliffhanger émotionnel qui nous laisse sans voix est la question que nous devons nous poser. Si le système est capable de sacrifier un homme pour protéger son image, combien d'autres fantômes opèrent encore dans l'ombre de nos hôpitaux, attendant le moment parfait pour frapper? Le dossier Péchier est un avertissement. Il nous rappelle que la confiance est fragile et que le silence peut être mortel. La condamnation de l'anesthésiste est un fait historique, mais l'histoire de l'empoisonnement de Besançon est loin d'être terminée. La vérité est complexe, elle est sombre, et elle se cache dans les failles d'un système qui a préféré l'omerta à la transparence. Après avoir entendu ces révélations sur le second signal, l'identifiant fantôme et l'omerta des cliniques, pensez-vous que la condamnation de Frédéric Péchier est la fin de l'histoire, ou seulement le début de la vérité sur un système empoisonné? Si cette enquête vous a glacé le sang, si vous pensez que la vérité mérite d'être révélée, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like pour soutenir notre travail d'investigation et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé. Je lis absolument tout.